N'entrez pas, partez vite d'ici, a dit l'employé. Je me suis précipité vers la voiture. 5 minutes plus tard. Le message est arrivé un mardi à 19h43. J'étais assis devant la télévision éteinte. Je ne me souviens même plus depuis combien de temps. Quand j'ai entendu le son du téléphone, j'ai pensé que c'était une notification quelconque, une de celles qui remplissent le silence de vide. Mais quand j'ai vu le nom sur l'écran, j'ai senti mon cœur faire un bond. Daniel, mon fils, après 8 mois de silence absolu. Papa, dînons ensemble vendredi. Juste nous deux. Tu me manques. J'ai lu cette phrase encore et encore, essayant de croire qu'elle était réelle. Mes mains tremblaient. Je ne savais s'il fallait en rire ou en pleurer. Il y avait si longtemps que je n'avais pas eu de ces nouvelles que j'avais déjà cessé d'espérer quoi que ce soit de ce genre. Pendant des mois, la solitude était devenue ma seule routine et maintenant, en quelques mots, une porte que je croyais fermée pour toujours s'ouvrait. J'ai posé le téléphone sur la table, j'ai marché jusqu'au miroir du couloir et je me suis regardé attentivement. Le reflet qui me fixait n'était pas l'homme que j'étais autrefois. Des cheveux grisonnants, des yeux fatigués, une chemise qui flottait trop lâchement sur mes épaules. Je me suis demandé si Daniel me reconnaîtrait. S'il se souviendrait de qui j'étais avant de devenir l'homme qu'il avait décidé d'oublier. Les jours suivants me parurent une éternité. Le vendredi semblait ne jamais arriver. J'ai nettoyé la maison, rasé ma barbe, ciré mes vieilles chaussures et repassé la seule chemise décente que je conservais. Chaque petit geste était une façon de contenir l'anxiété et la peur, car bien que l'invitation semble attendre, quelque chose m'inquiétait. Ce n'était pas seulement le temps qui s'était écoulé depuis notre dernière rencontre. C'était la façon dont il l'avait écrit. Trop correct, trop mesuré. Daniel n'était pas du genre à écrire « tu me manques », mais je me suis accroché à cette illusion. Parfois, on a besoin de se mentir un peu pour continuer à respirer. Le vendredi à 20h15, j'étais devant sa maison, cette même maison où j'avais passé tant d'après-midi à jouer avec ma petite fille jusqu'à ce que sa mère, ma belle-fille, Claudia, me demande de prendre mes distances. Et Daniel, comme toujours, avait choisi son confort avant son père. Le quartier était le même. Des rues tranquilles, des lumières chaudes aux fenêtres, l'odeur de pain frais sortant de la boulangerie du coin. Sauf que maintenant, en voyant cette façade blanche avec les pots de fleurs à l'entrée, j'ai senti que quelque chose clochait. Les lumières à l'intérieur étaient éteintes, sauf une qui vacillait dans la salle à manger. Le portail était entrouvert, la voiture de Daniel garée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté mon écharpe et j'ai monté les marches de pierre. Au moment où j'ai levé la main pour sonner, la porte s'est entrouverte lentement et de l'obscurité a surgi la voix tremblante de Rosa, l'employée de maison. « Monsieur Eduardo, n'entrez pas, partez, s'il vous plaît. Partez d'ici le plus vite possible. » Ces mots m'ont glacé le sang. « Qu'est-ce que tu dis, Rosa? Où est mon fils? Je ne peux pas vous expliquer. Partez, c'est tout. Ne me posez aucune question. » J'ai vu la terreur dans ses yeux. Ce n'était pas de la nervosité, ni de la confusion, c'était la peur à l'état pur. Quelque chose s'est contracté en moi. Elle a fait un pas en arrière et a baissé la voix. « S'il vous plaît, monsieur, faites-moi confiance. N'entrez pas. » Mon cœur battait la chamade. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Daniel? Ai-je insisté? Elle a secoué la tête, regardant vers l'intérieur. Non, pas à lui. À vous. La porte s'est refermée brusquement et je suis resté là, au milieu du porche, avec le son de ma propre respiration résonnant dans mes oreilles. Je ne me souviens pas avoir descendu les marches. Je sais seulement que je me suis précipité vers la voiture comme si l'air pesait sur mes poumons. Je me suis assis, j'ai verrouillé les portières et j'ai démarré le moteur, mais je n'ai pas bougé. La peur se mêlait à l'incrédulité. Que se passait-il? Depuis le siège du conducteur, j'avais une vue directe sur les fenêtres de la salle à manger. J'ai attendu. 3 minutes ont passé. Rien. Et puis, soudain, la maison s'est illuminée. L'une après l'autre, les lumières intérieures se sont allumées comme si quelqu'un avait attendu mon départ. 2 hommes que je ne reconnaissais pas sont apparus. Ils portaient des mallettes et des enveloppes. Daniel les suivait, le visage grave, parlant au téléphone. Derrière lui, Claudia, vêtue de noir, examinait des papiers avec hâte. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un dîner de famille, c'était une réunion,
une réunion soigneusement planifiée. Tandis que j'observais, Rosa est apparue une seconde à la fenêtre. Nos regards se sont croisés. Elle a doucement secoué la tête, un geste qui en disait plus que 1000 mots. Ne le faites pas. J'ai mis le contact, mais je n'ai pas démarré. J'ai juste observé. 5 minutes plus tard, Daniel s'est approché de la baie vitrée, a sorti quelque chose de sa poche, un document, et en le signant, il a souri. Un sourire que je ne me souvenais pas lui avoir jamais vu. À ce moment-là, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Ce n'était pas de la tristesse, c'était un mélange de peur et de trahison. Mon fils, celui-là même qui m'avait un jour serré dans ses bras, les larmes aux yeux, à la mort de sa mère, celui-là même qui avait juré « Je prendrai toujours soin de toi, papa ». Il était maintenant là, à l'intérieur de mon ancienne maison, signant quelque chose dont j'ai su d'instinct qu'il portait mon nom. Le reflet des lumières se mêlait à ma respiration qui embuait la vitre de la voiture. J'ai dû fermer les yeux quelques secondes pour ne pas fondre en larmes, car parfois, l'âme sait avant l'esprit que ce qui se passe est plus grave que ce que l'on peut supporter. Mais c'est alors que je l'ai vu. Daniel a tendu une enveloppe à Claudia. Elle l'a rangée dans son saké, sans que je m'y attende, ils ont tous les deux levé les yeux vers la fenêtre, vers l'endroit où je me trouvais. Je me suis baissé instinctivement, le cœur martelant ma poitrine. J'ai attendu quelques secondes et quand j'ai regardé à nouveau, le rideau s'est fermé. L'intérieur était de nouveau dans la pénombre. Quelque chose me disait que je ne devais pas partir, que cette nuit n'était pas encore terminée, que si je m'en allais, j'emporterais avec moi un doute que je ne pourrais jamais oublier. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir si vous vous êtes abonné à la chaîne et si vous avez aimé la vidéo. Cela m'aide à voir que vous me soutenez et que vous appréciez mes histoires. Continuons maintenant. Parce que cette nuit-là, ce que j'ai découvert depuis ma voiture a changé ma vie pour toujours. Le bruit du moteur allumé m'a accompagné toute la nuit. Je n'ai pas eu le courage de rentrer chez moi. Je suis resté là, garé devant la demeure de mon fils, observant les lumières s'éteindre une à une jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, celle du bureau. À l'intérieur, Daniel faisait les 100 pas, parlant au téléphone. Je le voyais gesticuler avec cette impatience qu'il avait héritée de moi, mais sans la tendresse que sa mère mettait dans chacun de ses gestes. Soudain, il a jeté quelque chose sur le bureau, a passé une main dans ses cheveux et est resté le regard fixe, dans le vide. Un instant, j'ai voulu croire que dans ce silence, il y avait de la place pour le repentir, mais il était trop tard pour des espoirs naïfs. Tandis que je l'observais, les souvenirs ont commencé à frapper à la porte de ma mémoire, l'un après l'autre, sans permission. Je me suis souvenu du jour où tout a changé. C'était il y a près de 3 ans, dans cette même maison, lors d'une dispute qui avait commencé pour une raison si futile qu'elle semble aujourd'hui ridicule, la vente de la vieille propriété familiale. Après la mort de ma femme Isabelle, je me suis retrouvé seul dans cette immense maison. Daniel insistait pour que je la vende. Il disait que ça n'avait aucun sens de la garder, que je serais plus à l'aise en déménageant près d'eux, mais je ne pouvais pas. Chaque recoin gardait quelque chose d'elle, son parfum, sa voix, son rire quand elle cuisinait maladroitement. La vendre aurait été comme l'enterrer une seconde fois. Papa, m'avait dit Daniel ce jour-là d'un ton impatient, ça n'a aucun sens de continuer à payer des impôts pour une maison vide. Elle n'est pas vide, avais-je répondu. Ta mère est ici. Maman n'est plus là, papa. C'est ce que tu crois. Claudia, sa femme, était intervenue avec cette voix froide qu'elle utilisait toujours quand elle voulait paraître raisonnable. Il n'est pas sain de vivre dans le passé, don Eduardo. Et il n'est pas sain de vivre sans Racine, ma fille, lui avais-je répondu. Elle s'était levée, agacée, et était allée droit au but. Daniel a raison. Si nous vendons, nous pouvons investir cet argent. Il ne s'agit pas d'effacer les souvenirs, mais de saisir les opportunités. Nous pouvons, avais-je demandé en la regardant. Où s'agit-il de ce que tu peux? Daniel avait frappé la table. Ça suffit, papa, ne l'attaque pas, je ne l'attaque pas, avais-je dit. Je défends juste le peu qu'il me reste. C'est alors que je l'ai entendu dire ce qui me brûle encore l'âme. Si tu préfères vivre parmi les fantômes, fais-le, mais n'attends pas de moi que je t'accompagne. Ce fut la dernière phrase que nous avons échangée avant le silence qui nous a séparés pendant des mois. Puis est venue la distance, les messages sans réponse, les anniversaires oubliés, jusqu'à ce que cette invitation apparaisse comme une flamme allumée dans l'obscurité. À minuit, quand les lumières de sa maison se sont finalement éteintes, j'ai allumé une cigarette, bien que j'aie arrêté de fumer depuis des années.
La fumée m'a écorché la gorge, mais le feu m'a apporté une étrange clarté. Quelque chose en moi me disait que ce dîner n'était pas des retrouvailles, mais un piège soigneusement préparé. Mais pourquoi? Que pouvait bien gagner mon propre fils à me faire du mal? Et puis je me suis souvenu de Rosa, de son regard terrifié, de sa voix murmurant, « Pas à lui, à vous ». Cette phrase se répétait dans ma tête encore et encore. Quelque chose se passait, quelque chose qui me dépassait et qui n'était pas le fruit de mon imagination. À 2 heures du matin, j'ai décidé de partir. Le quartier dormait et seul le son lointain d'un chien brisait le silence. J'ai conduit sans but pendant un bon moment jusqu'à ce que la fatigue m'oblige à m'arrêter devant une station-service. J'ai commandé un café et me suis assis près de la fenêtre, regardant le reflet du néon sur le pare-brise. Un jeune employé d'une vingtaine d'années s'est approché et m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. J'ai secoué la tête. « Vous êtes sûr, monsieur ?» a-t-il insisté. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Comment lui expliquer que je venais de découvrir que le sang peut aussi devenir un ennemi? J'ai juste dit, je suis fatigué, mon garçon. Fatigué de ne pas comprendre pourquoi l'amour s'use si vite. Le jeune homme m'a regardé une seconde puis s'est éloigné en silence. Son geste simple m'a rappelé quelque chose. Toute la jeunesse n'est pas perdue. Mon fils aussi avait été comme ça un jour, généreux, sensible, jusqu'à ce que le monde, et peut-être moi-même, le rendent dur. Je suis rentré chez moi peu avant l'aube. L'horloge marquait 5 heures quand j'ai franchi la porte. L'air sentait l'humidité et la poussière, une longue solitude. J'ai allumé la lampe du bureau et je me suis laissé tomber sur la chaise. Sur la table, il y avait toujours la photographie que je gardais depuis des années, Daniel, à peine âgé de 8 ans, assis sur mes épaules à la plage. Nous sourions tous les deux. Je croyais que rien ne pourrait briser ce lien. J'ai pris la photo entre mes mains et l'ai regardée pendant plusieurs minutes. La tristesse n'était pas de la colère, c'était une sorte de nostalgie vieillie, le sentiment d'avoir échoué sans comprendre comment. Peut-être que je n'ai pas su l'aimer correctement. Peut-être lui ai-je demandé d'être fort trop tôt, peut-être ai-je confondu la discipline avec la dureté et l'affection avec le contrôle. Les pères aussi se trompent, seulement, parfois, nous le découvrons quand plus personne ne veut nous écouter. Soudain, le son du téléphone m'a tiré de mes pensées. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Oui. Monsieur Lopez, c'est Rosa. Mon corps s'est tendu. Rosa, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas parler beaucoup. Je voulais juste m'assurer que vous étiez parti de là. Oui, je suis parti. Dieu merci. Que se passe-t-il, ai-je demandé, retenant le tremblement dans ma voix. Elle a hésité quelques secondes. Je ne peux pas vous le dire par téléphone, mais vous devez me voir. C'est important. Où? Demain, à midi, au café de la Vieille Gare. Ne dites à personne que vous y allez. La ligne s'est coupée. Je suis resté immobile, tenant le combiné comme s'il pesait une tonne. Les ombres du passé se mêlaient à celles du présent et formaient ensemble un labyrinthe dont je ne savais pas si je voulais sortir. Je savais que je devais dormir, mais le sommeil n'est pas venu. Seulement l'image de mon fils à cette fenêtre, signant quelque chose que je ne comprenais pas, et l'écho d'une voix féminine qui, pour la première fois depuis longtemps, ne m'apportait pas de réconfort, mais un avertissement. Et bien que mon cœur veuille croire en l'innocence de Daniel, mon instinct de père me disait que la vérité, quand elle se révélerait, n'allait pas me sauver. Elle allait tout détruire. La Vieille Gare était presque vide. L'horloge suspendue en hauteur indiquait midi pile, mais semblait figée dans un autre siècle. L'air sentait le café réchauffé et la poussière. Je me suis assis près de la fenêtre, où la lumière de midi peinait à traverser la vitre embuée. J'ai commandé un café noisette et j'ai attendu. Je ne savais pas si Rosa viendrait. Je ne savais pas non plus si je devais être là. Mais quand une personne vous regarde avec une telle peur et vous demande de fuir, vous ne pouvez pas l'ignorer. Surtout quand cette peur vient de quelqu'un qui a été dans la maison de votre fils. 10 minutes passèrent, puis 15. Le café avait déjà refroidi quand je l'ai vue entrer. Elle portait un manteau sombre et des lunettes de soleil qui dissimulaient à peine sa nervosité. Elle a regardé autour d'elle plusieurs fois avant de s'approcher. « Monsieur Lopez » a-t-elle murmuré. « Merci d'être venu. » Elle s'est assise en face de moi sans enlever son manteau. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a renversé un peu de café en prenant la tasse. « Calmez-vous, Rosa, personne ne nous regarde. »
Elle a secoué la tête. Vous ne comprenez pas. S'il me voit avec vous, je perds mon travail. Ou pire. Ce dernier mot m'a frappé plus fort que n'importe quel autre. Pire. Dites-moi la vérité, Rosa, ai-je tenté de paraître ferme, bien que mon cœur batte la chamade. Que arrive-t-il à Daniel? Ce n'est pas lui, c'est eux tous. Comment ça, eux tous? Votre fils, sa femme et cet avocat qui est venu hier soir à la maison. Je me suis penché en avant. Expliquez-vous. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle avait besoin de rassembler son courage. Depuis des semaines, il se passe quelque chose de bizarre dans cette maison. Des enveloppes arrivent, des appels étranges. Madame Claudia m'a interdit d'entrer dans le bureau. Et hier, j'ai entendu une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Quel genre de conversation? Une conversation à votre sujet, monsieur. Mon cœur a fait un bond. À mon sujet? Rosa a hoché la tête. Il disait que tout devait ressembler à un accident, qu'après vendredi, personne ne se douterait de rien. Le sang s'est glacé dans mes veines. Un accident? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il voulait vous inviter à dîner pour. Elle a baissé la voix. Point pour vous faire du mal. Le silence entre nous fut si dense que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de la gare. J'ai porté mes mains à mon visage. Je ne voulais pas y croire. Mon propre fils, mon sang. Non, ai-je murmuré. Il doit y avoir un malentendu. Rosa m'a regardé avec un mélange de compassion et de peur. J'aimerais bien, monsieur. Mais j'ai entendu votre belle-fille dire qu'il ne pouvait pas laisser de traces. Si ce vieil homme ne signe pas les papiers, nous devrons nous en occuper autrement, a-t-elle dit. Mes doigts tremblaient. Quel papier? Elle a ouvert son sac et en a sorti une enveloppe pliée. J'ai trouvé ça dans la cuisine. C'était dans un dossier à votre nom. Elle me l'a tendu avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des copies de documents notariés. L'en-tête disait « Cession de droits patrimoniaux. Eduardo Lopez ». Les signatures au bas de la page étaient les miennes, ou du moins elles semblaient l'être. Mais je n'ai jamais signé ça, ai-je murmuré. Je sais, a acquiescé Rosa. C'est pour ça que je vous ai dit de partir. Si vous étiez entré ce soir-là, vous ne seriez pas ici en train de me parler. J'ai eu un vertige. Le monde a tourné une seconde et j'ai dû m'agripper à la table pour ne pas tomber. Je suis resté à regarder les papiers, incrédule. Je ne pouvais pas comprendre comment ils en étaient arrivés là. Qui est cet avocat, ai-je demandé. Un certain Ramiro Peña. Il vient à la maison depuis des mois. Votre fils dit que c'est son conseiller financier, mais en réalité, il aide sa femme à tout transférer sur un autre compte. Au nom de qui? Au nom d'elle et d'une société qui n'existe pas, je suis resté silencieux. Dans ma tête, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les mois de silence, les appels auxquels il n'avait jamais répondu. Le ton forcé de l'invitation. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une embuscade. Rosa s'est penchée vers moi. Vous ne pouvez pas retourner chez vous, monsieur. Vous ne pouvez rien signer ni leur parler. Et que dois-je faire? Trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et disparaître pendant quelques jours. Disparaître. Le mot tournait dans mon esprit. C'était absurde. Fuir. À 60 ans, me cacher comme un criminel pour survivre à ma propre famille. Mais quand je l'ai regardée, j'ai su qu'elle n'exagérait pas. Cette peur dans ses yeux était réelle. Et mon fils, ce même garçon qui m'avait dit un jour « Je veux être comme toi, papa », avait cessé d'exister. Nous sommes sortis ensemble du café. Le soleil déclinait déjà, teintant les pavés d'une couleur ambrée. Rosa marchait vite, regardant de tous côtés. Avant de me quitter, elle m'a serré la main. Ne faites confiance à personne, monsieur, même pas à votre fils. Je l'ai regardé s'éloigner dans la foule jusqu'à disparaître. Je suis resté là, debout, sentant que quelque chose en moi s'était brisé. Ce n'était pas seulement la confiance ou la sécurité, c'était ma propre identité de père. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit sans but. Les mots de Rosa résonnaient dans ma tête. Après vendredi, personne ne se douterait de rien. Cette phrase me hantait. Si je n'avais pas obéi à son avertissement, je serais peut-être déjà mort.
Je suis rentré chez moi tard dans la nuit, j'ai allumé la lumière du salon et j'ai ouvert les documents une fois de plus. J'ai regardé ma signature falsifiée. Elle était parfaite, identique à la mienne, le tracé, l'inclinaison, même la pression du stylo. Je suis resté à observer le papier, essayant de comprendre à quel moment j'avais cessé de connaître mon propre fils. Soudain, quelque chose m'a fait frissonner. En bas du contrat, en petits caractères, il y avait une date, samedi 9 juillet, le lendemain du dîner. C'était la date à laquelle ils prévoyaient de présenter ma cession devant notaire. Ils avaient tout planifié, ma mort, ma signature, ma disparition. Je me suis levé lentement et je me suis regardé dans le miroir. Les yeux qui m'ont renvoyé mon reflet étaient ceux d'un homme qui ne pouvait plus continuer à être une victime. Un père peut pardonner un mot, une offense, une distance. Mais pas une trahison planifiée. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais pas encore porter plainte. Je ne pouvais pas agir sans preuve et, plus important encore, je ne pouvais pas leur faire savoir que j'étais en vie. Car s'ils voulaient me voir mort, ils devraient affronter la version de moi qu'ils avaient eux-mêmes créée. Un homme sans peur, un père qui avait tout perdu et qui n'avait maintenant plus rien à perdre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène encore et encore. Mon fils, sa femme, les documents, l'avocat et mon nom falsifié au bas d'un contrat qui scellait ma disparition. Mon esprit brûlait, mais mon cœur, en revanche, était glacé. Pendant des années, je me suis cru un homme fort, capable de tout affronter. Mais la trahison d'un fils a un poids différent. On ne la porte pas sur le dos, mais dans l'âme. C'est un type de douleur qui ne se crie pas, qui ne se pleure pas, qui se pense. Et cette nuit-là, j'ai trop pensé. À 5 heures du matin, je me suis levé, j'ai préparé du café et je me suis assis à table avec les documents devant moi. J'avais besoin de clarté et la seule façon de l'obtenir était de transformer ma douleur en quelque chose d'utile. Je savais que si j'allais à la police, ils me diraient que c'était un soupçon sans preuve. Et si j'affrontais Daniel, je ne ferais qu'accélérer l'inévitable. J'ai donc décidé de faire ce que je n'aurais jamais pensé faire, jouer leur jeu. J'ai sorti un cahier, ouvert une nouvelle page et écrit en un mot, plan. En dessous, j'ai tracé 3 colonnes, personne, délai, risque. Je me sentais absurde, comme si j'étais un criminel concevant un délit. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots de Rosa, ne faites confiance à personne, et j'ai compris que ma seule défense serait ma propre ruse. La première étape était de trouver quelqu'un de confiance, et il n'en restait pas beaucoup. C'est alors que j'ai pensé à Martin Calderon, un vieil ami de jeunesse. Nous avions travaillé ensemble des décennies auparavant dans l'entreprise d'ingénierie où j'avais rencontré Isabelle, ma défunte femme. Martin avait toujours été un homme discret, fidèle, avec un esprit vif pour les détails juridiques. Après sa retraite, il s'était retiré dans une petite maison à la campagne, à quelques kilomètres de la ville. Je l'ai appelé en milieu de matinée. Il a mis du temps à répondre. « Eduardo ?» Sa voix était rauque, surprise. « Bon sang, je te croyais dans un autre pays. »« J'aimerais bien, Martin, » ai-je répondu avec amertume. « J'ai besoin de te voir. »« C'est si grave ? » ?»« Disons que c'est une question de vie ou de mort. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix est devenue sérieuse. « Viens cet après-midi. » « Ne le dis à personne. » Le trajet jusqu'à sa maison fut long et silencieux. La route serpentait entre des champs secs et des arbres tordus par le vent. En conduisant, je repassais mentalement chaque mot que Rosa m'avait dit. Chaque détail pouvait être un indice, chaque souvenir un avertissement. Quand je suis arrivé, Martin m'attendait sur le porche avec son éternel chapeau et sa tasse de maté. Dès qu'il m'a vu, il m'a serré dans ses bras. « Tu as toujours la même odeur de café et de tristesse », a-t-il plaisanté. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. « Et toi, tu sens toujours la terre et les conseils qui font mal. » Nous nous sommes assis devant la cheminée. Je lui ai tout raconté, sans rien omettre. Le message de mon fils, l'avertissement de Rosa, les documents falsifiés. Martin m'a écouté sans m'interrompre, tournant lentement le maté entre ses mains. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux quelques secondes. « Alors, ils veulent te tuer ?» a-t-il dit enfin avec un calme effrayant. « On dirait. »« Et qu'est-ce que tu comptes faire ? » ?»« Survivre. » Il s'est adossé à sa chaise en croisant les bras. « Ça sonne bien, mais il te faudra plus que de la chance.
J'ai besoin de ton aide. Tu sais que tu l'as. Je lui ai montré les papiers. Martin les a lus attentivement et a hoché la tête. C'est une contrefaçon professionnelle. N'importe qui ne pourrait pas reproduire une signature comme ça. Peux-tu trouver d'où ça vient? Avec du temps, oui. Mais avant, il faut te protéger. Me protéger comment? En disparaissant. Quoi? S'ils croient que tu es déjà hors jeu, ils baisseront leur garde. C'est la seule façon d'attraper un serpent, le laisser croire qu'il a mordu. Je l'ai regardé fixement. L'idée était aussi absurde que brillante. Et comment suis-je censé disparaître? Ai-je demandé. Martin a souri avec cette malice que seuls les vieux rusés possèdent. Laisse-moi faire. J'ai des contacts à la morgue locale. Si tu es d'accord, dès demain nous pouvons organiser un petit accident domestique. Tu parles de simuler ma mort? Exactement. L'idée m'a retourné l'estomac, mais plus j'y pensais, plus elle avait de sens. Si Daniel et Claudia prévoyaient de s'emparer de mes biens, ils verraient ma prétendue mort comme une opportunité parfaite. Et pendant qu'ils s'enfonceraient dans leurs propres mensonges, je pourrais les observer depuis l'ombre. Cette nuit-là, je suis resté dormir chez Martin. Il a préparé une chambre simple avec un lit en bois et une couverture épaisse. Avant de me coucher, j'ai sorti la photo de ma femme et l'ai posée sur la table. Isabelle, ai-je murmuré, je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi, mais je ne peux plus continuer à être le père qui attend. Maintenant, je dois être l'homme qui agit. J'ai éteint la lampe et j'ai regardé le plafond. Le silence de la campagne était absolu. Pour la première fois depuis des semaines, je ne ressentais pas de peur, mais une étrange sensation de contrôle. C'était comme si la vie m'avait rendu la barre après un long naufrage. À l'aube, Martin est entré avec un thermos de café et une enveloppe à la main. « Voici tout ce dont tu auras besoin », a-t-il dit en la posant sur la table. À l'intérieur, il y avait une nouvelle pièce d'identité, un carnet avec de fausses notes et une clé. Qu'est-ce que c'est? Un chalet que j'ai en périphérie, près de la rivière. Personne ne t'y trouvera. Et après, ai-je demandé. Après, nous les laisserons parler, signer, bouger. Et quand ils croiront que tout est sous contrôle. Je me vengerai? Non, Eduardo. Tu leur montreras qui tu es. Je suis resté à regarder le feu qui crépitait dans la cheminée. Les flammes dansaient comme si elles savaient que quelque chose allait commencer. Et à cet instant, j'ai décidé. Je laisserai derrière moi l'homme naïf que j'étais, le père qui ne savait que pardonner. Parce que parfois, pour que la vérité éclate, il faut passer par l'ombre. Je me suis servi une tasse de café et j'ai porté un toast silencieux à ma femme, à Rosa qui m'avait averti, et au fils qui m'avait appris que l'amour aveugle peut aussi tuer. Et ainsi, avec le premier rayon de soleil sur mon visage, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, mourir pour pouvoir vivre. Le son des sirènes fut plus convaincant que je ne l'imaginais. Martin s'était occupé de tout avec une précision qui frisait le macabre. Le plan était simple, mais risqué. Un prétendu accident domestique, une chute dans les escaliers, une lettre d'adieu soigneusement rédigée et un corps méconnaissable que personne ne remettrait trop en question. Le cadavre, bien sûr, n'était pas le mien. Un de ses contacts à la morgue locale s'était chargé d'échanger les registres et le feu avait fait le reste. Une explosion contrôlée dans ma vieille maison a scellé l'histoire. Les voisins alarmés ont appelé les pompiers. Quand les médias sont arrivés, on parlait déjà d'une tragédie au domicile de l'homme d'affaires à la retraite, Eduardo Lopez. Depuis le chalet de Martin, à plusieurs kilomètres de là, j'ai regardé la retransmission en direct. La fumée s'échappait encore du toit de ce qui fut autrefois ma maison. Un journaliste parlait face aux caméras d'un ton grave et théâtral. Selon des sources proches, M. Lopez vivait seul. Un accident est présumé. Les autorités enquêtent toujours sur les causes du sinistre. Je suis resté silencieux. Je ne savais pas si je devais pleurer pour ce que je voyais ou pour ce que j'avais perdu bien avant cette nuit. Cette maison avait été mon refuge, le dernier recoin que je conservais encore d'Isabelle. Maintenant, il ne restait que des cendres. Martin est entré avec 2 tasses de café. « Santé, défunt » a-t-il plaisanté en levant la sienne. Je n'ai pas souri. Je ne pensais pas que ça ferait si mal de simuler sa propre mort. Seuls ceux qui ont vraiment vécu ressentent cela, a-t-il répondu. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures,
les réseaux sociaux et les portails locaux parlaient de mon décès. De vieux amis ont commencé à laisser des messages de condoléances. Même certains parents avec qui je ne parlais plus depuis des années ont publié des mots aimables. La mort, pensais-je, a un étrange pouvoir, celui de réconcilier ceux qui n'ont pas eu le courage de le faire de leur vivant. Mais la partie qui m'intéressait vraiment n'avait pas encore eu lieu, la réaction de mon fils. Et quand je l'ai enfin vu face aux caméras, j'ai compris que tout ce que j'avais planifié en avait valu la peine. C'était l'après-midi du jour suivant. La télévision montrait la façade de la maison de Daniel. Lui et Claudia étaient sur le porche, entourés de journalistes. Daniel portait des lunettes noires, mais sa voix tremblante se voulait ferme. Mon père était un homme compliqué, mais il sera toujours mon père. Il nous manquera. Il l'a dit sans ciller, avec une pause calculée, comme s'il lisait un script. À ses côtés, Claudia feignait d'essuyer une larme. Le journaliste lui a demandé « Comment vous sentez-vous, madame, après cette tragédie ?» Elle a soupiré et a répondu d'une voix brisée « Nous voulons juste tourner cette page et continuer avec ce qu'il aurait voulu. La paix pour la famille. La paix. » Un mot qui, dans sa bouche, sonnait comme du poison. Ce soir-là, Martin et moi nous sommes assis devant la télévision avec une bouteille de vin. « Et maintenant, quelle est la suite ?» m'a-t-il demandé. « Attendre. » « Attendre quoi ? » Qu'ils commettent leur première erreur. Et ils n'ont pas tardé. 2 jours plus tard, l'avocat Ramiro Peña est apparu au journal local, accompagné de Daniel. Il annonçait la lecture du testament et le transfert des biens en suspens. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire amer. Il n'avait même pas attendu la fin du deuil. À peine les cendres de l'inconnu qu'il croyait être moins enterrées, il réclamait déjà leur dû. Martin a souri avec ironie. La cupidité a un meilleur flair qu'un limier. Je me suis consacré à observer chacun de leurs mouvements à distance. Le chalet où je me cachais avait une vieille radio, une petite télévision et une connexion Internet grâce à un générateur. Martin a installé des caméras discrètes à l'entrée de mon ancienne maison, ce qu'il en restait, et devant le bureau de Ramiro. Chaque jour, nous examinions les enregistrements. C'était comme regarder une pièce de théâtre où les méchants oublient que le public les observe. Sur l'un de ces enregistrements, j'ai vu Claudia rencontrer l'avocat. Leur voix était claire. « Maintenant, tout est à nous », a-t-elle dit avec un sourire qui m'a glacé le sang. « Presque tout », a-t-il répondu. « Il reste à débloquer les comptes à l'étranger. »« Tranquille », a-t-elle ajouté. Daniel ne se doute de rien. J'ai senti un coup sourd dans la poitrine. Non seulement il m'avait trahi, mais elle le trahissait aussi. Le fils qui voulait hériter de moi de mon vivant était maintenant l'idiot utile de sa propre femme. Martin m'a regardé, remarquant mon expression. « Je te l'avais dit, mon vieux. Dans les trahisons, il y a toujours des hiérarchies. » 3 semaines ont passé. Le pays avait déjà oublié ma mort. Daniel se montrait en public comme le nouveau responsable de mes propriétés, parlant de poursuivre mon héritage. Ces mots me dégoûtaient, mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir que ma petite fille Sophia n'apparaissait presque jamais. Je savais qu'il la tenait à l'écart de tout et cela me rassurait. Elle n'était coupable de rien. Une nuit, alors que je révisais mes notes, Martin est entré avec un sourire discret. Le moment est venu. De quoi parles-tu ? Ton fils a fait son coup. Il a vendu la dernière propriété au nom de ton entreprise. Tout a été enregistré. Parfait, ai-je dit, sentant une décharge d'adrénaline me parcourir. Alors, on commence ? J'ai hoché la tête. Oui, il est temps que le mort parle. Le lendemain matin, nous avons envoyé 3 enveloppes depuis 3 bureaux de poste différents, sans expéditeur. Une pour le parquet, une pour un journaliste, et la dernière pour Daniel. Dans chacune, des copies des documents falsifiés, les enregistrements de Claudia et de l'avocat, et un message écrit de ma propre main, toute mort n'est pas une fin. Certaines sont le commencement de la vérité. En fermant l'enveloppe, j'ai senti que quelque chose en moi se fermait aussi. La peur, l'humiliation, l'impuissance, tout restait derrière. Je me suis regardé dans le miroir de la petite salle de bain du chalet. Le visage que j'ai vu n'était plus celui d'un homme vaincu, c'était celui d'un père prêt à récupérer son nom, même si pour cela il devait rester mort aux yeux du monde. Mais avant de continuer, dites-moi ici dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire jusqu'à présent et ce que vous feriez à ma place. Ne quittez pas la vidéo car ce qui suit vous donnera la chair de poule.
parce que le véritable enfer ne faisait que commencer. Le silence, quand on est vivant mais que le monde vous croit mort, sonne différemment. Ce n'est pas la paix, c'est un écho creux, comme si l'univers respirait sans vous. Parfois, je me surprenais à parler seul ou à répondre à voix haute au présentateur du journal télévisé. Martin riait et disait que la mort me rendait philosophe, mais au fond, elle me rendait à nouveau humain. Cela faisait un mois que je me cachais dans le chalet quand les premières conséquences de mes enveloppes sont arrivées. La presse a explosé. Des gros titres sur tous les portails, nouveaux doutes sur la mort de l'homme d'affaires Eduardo Lopez. Fuite de documents impliquant son fils dans des manœuvres financières. Une fausse veuve et un avocat dans le viseur. Voir leur visage à la télévision, entourés de micros, essayant de défendre l'indéfendable, m'a provoqué un mélange de rire amer et de compassion. Daniel était pâle, avec des cernes profonds. Claudia, en revanche, gardait l'aplomb de celle qui ne connaît pas la honte. Tandis que les journalistes les acculaient de questions, ils bégayaient. Elle mentait avec une sérénité que seule l'habitude peut donner. Tout ceci n'est qu'un malentendu, disait-elle. Mon beau-père a signé ces documents de son vivant. Les accusations sont cruelles. Mais les preuves parlaient plus fort que n'importe quel discours. Et pendant qu'il s'enfonçait, je restais en silence, observant depuis l'exil que j'avais moi-même créé. Cependant, tout n'était pas satisfaction. La nuit me pesait. Dormir dans un lit étranger, avec le vent frappant les fenêtres et l'horloge marquant des heures sans signification, me faisait trop réfléchir. À quel moment un père et un fils se perdent-ils ainsi? Quand l'amour cesse-t-il d'être pour devenir calcul? Je me souvenais de Daniel enfant, courant dans les couloirs de la vieille maison, riant avec l'innocence de celui qui ne connaît pas la cupidité. Je lui avais appris à faire du vélo, à écrire son nom, à ne jamais mentir. Et maintenant, il avait signé ma condamnation à mort, non par haine, mais par ambition. C'était la blessure la plus profonde, savoir que sa trahison n'était pas née du mépris, mais du désir. Une nuit, en parcourant les rapports que Martin obtenait de ses contacts, j'ai trouvé une information qui m'a glacé le sang. Ma petite fille, Sophia, était hospitalisée. Elle avait eu une crise de nerfs à l'école. Personne ne l'avait dit à la presse, mais le rapport médical le confirmait. Je suis resté à regarder le papier sans respirer. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Martin a levé les yeux de son bureau. Que se passe-t-il? Je lui ai montré le document. Il l'a lu en silence. La petite ne comprend pas ce qui se passe, a-t-il dit avec regret. Perdre son grand-père, voir ses parents à la télévision. C'est trop pour une enfant. J'ai serré les poings. Elle n'est coupable de rien. Je sais, mon vieux, mais si tu te montres maintenant, tu ruines tout. Ça m'est égal. Non, ça ne t'est pas égal, a-t-il répliqué calmement. Si tu le fais trop tôt, les vrais coupables s'en sortiront impunis et ta petite fille grandira en croyant que son grand-père était un fou qui a abandonné tout le monde. C'est ça que tu veux. Je suis resté silencieux. Parfois, Martin avait une cruauté qui faisait mal, mais ses paroles étaient vraies. Je devais résister. Pour elle, pour Isabelle, pour moi. 2 semaines plus tard, la justice a ouvert une enquête officielle. L'avocat Peña a été convoqué pour témoigner et, peu à peu, les médias ont commencé à parler d'une possible escroquerie familiale. Daniel s'enfonçait un peu plus chaque jour. Ses amis l'évitaient, ses partenaires l'ont abandonné et Claudia a simplement disparu. Jusqu'à ce qu'une nuit, je reçoive un email sans expéditeur, sans objet, juste une phrase, « Je sais que tu es vivant ». Mon cœur a fait un bond. J'ai immédiatement appelé Martin. « Quelqu'un le sait ?»« Calme-toi » a-t-il répondu. « Que dit-il exactement ?» Je lui ai lu le message. Il est resté silencieux un instant. « Ce doit être Rosa. »« Pourquoi dis-tu ça ?»« Parce que personne d'autre ne pourrait le savoir. Et si c'était ton fils, il n'écrirait pas, il viendrait te chercher. » Le soulagement fut de courte durée. Le lendemain, un deuxième message est arrivé, cette fois avec une adresse en pièce jointe, celle de l'hôpital où se trouvait Sophia. Et un seul mot, viens. Je ne pouvais pas rester en place. Martin m'a averti de ne pas y aller. Mais il y a des choses qu'aucun père ou grand-père ne peut ignorer. Alors, à la tombée de la nuit, j'ai mis une casquette, des lunettes noires et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Je me suis garé loin, j'ai traversé le jardin et je suis entré par la porte latérale. Personne ne m'a reconnu.
Je suis monté au 2e étage, chambre 214. Je me suis arrêté devant la porte. De l'intérieur, on entendait un doux murmure, une berceuse. J'ai à peine poussé la porte et je l'ai vue. Rosa, assise à côté du lit de Sofia, lui lisant une histoire. La petite dormait, la tête bandée, la respiration calme. Rosa m'a vu, s'est levée immédiatement et a couru vers moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je savais que vous viendriez », a-t-elle murmuré. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est évanouie à l'école. Elle dit qu'elle a rêvé que vous l'appeliez depuis un incendie. Elle n'arrêtait pas de crier votre nom. J'ai dégluti. Et Daniel? Il n'est pas venu une seule fois. Il fuit les journalistes et sa femme. Personne ne sait où elle est. Je me suis approché du lit. Sofia, à peine âgée de 9 ans, respirait avec l'innocence que nous, les adultes, perdons. Je lui ai caressé le front avec précaution. « Pardonne-moi, ma petite », ai-je murmuré. « Tout ça sera bientôt fini. » Rosa m'a regardé avec tendresse. « Vous devez revenir, monsieur. Quelqu'un doit dire la vérité. » J'ai secoué la tête. « Pas encore. Il manque quelque chose. Il manque le coup de grâce. » Quand je suis rentré au chalet, Martin m'attendait, éveillé. Je lui ai tout raconté. Il a soupiré. Je savais que tu irais. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je sais. Mais souviens-toi, le silence est ta meilleure arme. J'ai hoché la tête. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai compris le vrai sens de sa phrase. Parce que le silence ne protège pas seulement, il punit aussi. Et ceux qui un jour ont cru pouvoir parler en mon nom apprendraient bientôt ce que l'on ressent quand le mort se remet à parler. Personne ne meurt complètement tant qu'il se souvient de qui il a été, mais parfois, pour survivre, il faut cesser d'être soi-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Martin m'a aidé à obtenir une nouvelle identité. Manuel Riva, 62 ans, technicien de maintenance à la retraite. Un nom sans passé, sans famille, sans histoire. Le genre d'homme que personne ne regarde 2 fois, qui passe inaperçu dans la foule. Parfait pour ce dont j'avais besoin. Plus d'1 mois s'était écoulé depuis ma fausse mort. La police enquêtait toujours sur l'affaire, mais les médias étaient déjà passés à un autre scandale. Mon fils continuait de s'enfoncer dans la ruine médiatique et sa femme avait disparu de la circulation, ou du moins c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce qu'un matin, en lisant le journal dans le chalet, une nouvelle me laisse de glace. Claudia Ramirez, veuve de l'homme d'affaires Eduardo Lopez, réapparaît comme nouvelle investisseuse du groupe Aidant, propriété de son défunt beau-père. Le groupe Aidant. Mon entreprise. Celle que j'avais fondée avec Isabelle il y a 30 ans. Et elle était là, souriant sur une photographie, vêtue de noir avec un bracelet de deuil. Veuve, riche, propriétaire de quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu. Le feu que je croyais éteint en moi s'est rallumé. Il ne suffisait plus d'observer, je devais la voir de près. Et pour cela, je devais me rapprocher du seul endroit où mon nom respirait encore, les bureaux du groupe Aidant. Martin, bien qu'il ne soit pas d'accord, m'a aidé à obtenir un poste temporaire d'agent de maintenance dans le bâtiment. Personne ne se méfierait d'un vieil homme qui répare des prises et change des ampoules. Quand il m'a vu en uniforme, il n'a pas pu s'empêcher de rire. D'homme d'affaires à électricien. Si Isabelle te voyait. Elle rirait avec toi, ou elle me giflerait pour ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je répondu. La semaine suivante, j'y étais. Le bâtiment que j'avais moi-même fait construire m'a accueilli avec un air étranger, presque hostile. Il ne restait rien de la chaleur que nous avions l'habitude de partager avec les employés. Maintenant, tout était vert, métal et surveillance. Les couloirs ressemblaient à de froids tunnels d'hôpital. J'ai passé ma première journée à changer des ampoules au 3e étage. Personne ne m'a reconnu. Des années avaient passé, et la barbe, les cheveux grisonnants et les épaisses lunettes faisaient le reste. J'étais invisible. Et cette invisibilité me donnait du pouvoir. Le 2e jour, je l'ai vue. Claudia est sortie de l'ascenseur, entourée de 2 hommes en costume. Elle riait. Son parfum, le même qu'elle utilisait pour les réunions de famille, a empli le couloir. En passant à côté de moi, elle m'a regardé sans me voir, et cette indifférence fut le coup le plus ironique de tous. J'étais si bien mort que même mon assassin m'ignorait. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à observer chacun de ses pas,
chaque visite au bureau, chaque réunion avec les partenaires. Je prenais des notes dans un carnet que je gardais dans ma boîte à outils. Martin venait chaque soir récupérer les informations. Un après-midi, alors que je nettoyais les vitres du couloir, j'ai entendu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Claudia parlait au téléphone depuis son bureau. La porte était entr'ouverte. Oui, Ramiro, l'argent est presque prêt, mais il faut que Daniel signe le dernier document. Non, il ne sait rien. Je lui dirai juste que c'est une mise à jour de l'assurance. Je me suis appuyé sur mon balai. Je l'ai entendu rire doucement. Avec ça, tout sera à moi. Et quand le vieil homme apparaîtra, s'il apparaît, il n'aura pas un centime à réclamer. Mon poing s'est serré si fort que j'ai senti mes os craquer. Je devais garder mon calme. Mon heure viendrait, mais ce n'était pas encore le jour. Chaque mot qu'elle prononçait était une pièce de plus du puzzle, et j'allais le compléter avec patience. Un soir, en sortant du bâtiment, j'ai entendu mon vrai nom pour la première fois en des mois. Eduardo ? Je me suis retourné brusquement. C'était Rosa, l'employée. Elle portait des vêtements simples, mais ses yeux étaient les mêmes, courageux et tristes. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. J'ai cru voir un fantôme. D'une certaine manière, j'en suis un, ai-je répondu. Nous nous sommes réfugiés dans la ruelle latérale. Elle m'a serré dans ses bras. Je savais que vous n'étiez pas mort. Je ne pouvais pas croire que Dieu emporterait un homme comme vous de cette façon. Je suis en vie, Rosa, mais tu dois continuer à prétendre que tu ne le sais pas, que allez-vous faire maintenant? Terminer ce qu'ils ont commencé. Je lui ai raconté mon infiltration sans trop de détails. Elle a hoché la tête avec détermination. Comptez sur moi. J'ai encore des contacts à l'intérieur de la maison, et si madame revient, je le saurai. Merci, ma fille. Je lui ai pris la main. Quand tout ça sera fini, je veux que ce soit toi qui raconte l'histoire. Non, monsieur. Ce sera vous. Les jours se sont transformés en semaines. Daniel a réapparu à l'entreprise, ou plutôt, il a été traîné par Claudia. Je l'ai vu arriver un matin, décharné, le costume froissé et le regard vide. Il ressemblait à un homme qui avait déjà tout perdu. Elle le tenait par le bras, contrôlant chacun de ses pas. De mon poste, à quelques mètres, je les ai observés. Signe, c'est tout, Daniel, a-t-elle dit en lui tendant un dossier. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, confus. Un document pour assurer la continuité de l'entreprise. C'est pour ton bien. Daniel a signé. Moi, dans le reflet de la vitre, j'ai pris une photo avec mon portable. Cette image, cette signature, c'était la dernière pièce dont j'avais besoin. Martin pourrait prouver avec elle que la fraude continuait, même après ma mort. Ce soir-là, quand je suis rentré au chalet, il m'a accueilli avec son sourire de vieux renard. Tu as tout, Eduardo. Presque tout. Que manque-t-il? Les voir tomber de mes propres yeux. Martin s'est servi un verre et a levé son verre. Alors, mon vieil ami, bienvenue au point de non-retour. Nous avons trinqué en silence. Le feu crépitait dans la cheminée et j'ai compris quelque chose. Je n'étais plus Eduardo Lopez, j'étais l'homme sans nom, le fantôme qu'ils avaient eux-mêmes créé. Et ce que j'allais faire n'était pas une vengeance, c'était la justice. Toute chasse commence par un silence, une attente, une respiration contenue. Pendant des mois, il m'avait chassé, me considérant comme un obstacle, un vieil homme facile à effacer. Mais maintenant, le chasseur, c'était moi. Et la première règle d'un bon chasseur est de laisser la proie s'approcher de son plein gré. Martin m'a aidé à préparer chaque détail. Le plan devait être aussi méticuleux que le leur, mais avec une différence, le mien ne cherchait pas à détruire des vies innocentes, mais à révéler des vérités cachées. La justice ne se trouve pas toujours dans les tribunaux. Parfois, il faut la construire de ses propres mains. La première étape fut de semer le doute. En utilisant un compte anonyme, nous avons envoyé à Claudia et Daniel un email identique. Je sais ce que vous avez fait à Eduardo Lopez. Tout n'a pas été enterré. Si vous voulez maintenir votre version intacte, préparez-vous à payer. Nous avons accompagné le message d'une photo, celle de la fausse signature que Daniel avait apposée quelques jours plus tôt. Nous savions que cela suffirait à déclencher la panique. Le même après-midi, depuis mon poste dans le bâtiment, j'ai observé comment ils arrivaient tous les deux séparément, agités, regardant de tous côtés.
Elle est montée directement au bureau de l'avocat Ramiro Peña. Lui, en revanche, s'est enfermé dans son bureau et n'en est ressorti que 3 heures plus tard. Quand il l'a finalement fait, il avait le regard vide, le visage blême. C'était le visage d'un homme qui commençait à comprendre que les morts aussi peuvent parler. Au cours des jours suivants, les emails se sont répétés, chacun avec un ton différent, plus direct, plus menaçant. Martin rédigeait les textes avec une précision chirurgicale tandis que je les révisais mot pour mot. Le but n'était pas de les extorquer, mais d'accélérer leur chute morale, de laisser la peur les forcer à s'exposer. Et ça a fonctionné. Daniel a commencé à commettre des erreurs, vendant des actions à la hâte, transférant de l'argent sur des comptes qui étaient déjà sous surveillance. Et Claudia, sentant que le contrôle lui échappait, a tenté de contacter Ramiro pour retirer ce qui restait. Elle ne savait pas que Ramiro lui-même faisait déjà l'objet d'une enquête. Grâce aux documents que nous avions envoyés au parquet des semaines auparavant, le cercle se refermait. Un matin, alors que je nettoyais les fenêtres du 10e étage, j'ai entendu un cri. C'était Daniel. La porte de son bureau s'est ouverte brusquement et je l'ai vu jeter un dossier par terre. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Claudia est entrée derrière lui, feignant le calme. Calme-toi, mon amour, nous allons arranger ça. Arranger ? A-t-il dit, hors de lui. On nous accule. Est-ce que quelqu'un sait pour papa ? Elle a fermé la porte et a baissé la voix. Tais-toi. Si quelqu'un t'entend, nous sommes perdus. Je suis resté immobile, faisant semblant de me concentrer sur mon travail, mais chaque mot m'arrivait distinctement. Tu avais dit que tout était sous contrôle. A grogné Daniel. Et ça l'était, jusqu'à ce que tu décides de faire confiance à Ramiro. Ne me blâme pas, c'est toi qui. Le reste de la phrase s'est perdu dans un claquement de porte, mais je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Ils se détruisaient déjà mutuellement. Mon travail consistait simplement à laisser la peur faire le reste. Ce même soir, au chalet, Martin m'a montré un dossier rempli de documents. Avec ça, on a assez pour les couler légalement, a-t-il dit. C'était des copies de transactions, des emails interceptés, des déclarations sous serment. Chaque pièce s'emboîtait parfaitement. Il ne manquait qu'un coup final, l'exposition publique. C'est toi qui vas le faire, m'a-t-il demandé. Oui. Alors, mon vieil ami, ce sera ta résurrection. L'occasion s'est présentée 2 jours plus tard. Le groupe aidant a organisé une conférence de presse pour clarifier les rumeurs. Claudia et Daniel apparaîtraient ensemble face aux caméras, proclamant leur innocence. Il ne pouvait y avoir de meilleure scène. Ce matin-là, j'ai enfilé mon uniforme de maintenance et j'ai pris ma boîte à outils. Personne ne s'est méfié du vieil agent chargé de vérifier les câbles de l'auditorium. J'ai discrètement placé une clé USB connectée au système de projection. Dedans, les documents, les enregistrements, les images et ma voix. À 11 heures, l'événement a commencé. La salle était remplie de journalistes. Claudia, impeccable, a pris le micro. Nous tenons à vous remercier de votre présence et à démentir les accusations sans fondement qui ont été diffusées. Daniel se tenait derrière elle, visiblement tendu. Ses mains étaient moites, ses yeux évitaient de regarder le public. Le modérateur a annoncé une brève présentation audiovisuelle sur la trajectoire de la famille Lopez, et c'est alors que l'écran s'est allumé. D'abord, une photo de moi en noir et blanc. Puis le son de ma voix, grave et posée, comme un écho revenant de l'au-delà. Bonsoir. Si vous voyez ceci, c'est que la vérité a décidé de parler. Toutes les morts ne sont pas des accidents. Certaines sont des silences planifiés. Des murmures ont parcouru la salle. Claudia s'est figée. Daniel a reculé d'un pas. À l'écran ont commencé à apparaître les documents, les transferts, les fausses signatures, les enregistrements avec sa voix et celle de l'avocat. Chaque ligne était un coup de poignard. Les journalistes se sont levés, pointant leur micro et leur caméra. Claudia a tenté de sourire. C'est un montage, a-t-elle crié, mais la voix de l'enregistrement l'a interrompue, avec ça, tout sera à moi. Et quand le vieil homme apparaîtra, il n'aura pas un centime. La salle a explosé. Daniel, tremblant, a tenté d'éteindre le projecteur, mais la présentation a continué. Dernière diapositive, ma photo récente, prise depuis le chalet, regardant l'horizon, et un texte final, Eduardo Lopez est toujours en vie. Le chaos fut immédiat.
la presse a encerclé le couple. Les gardes de sécurité ont tenté de couper la transmission, mais il était trop tard. Martin avait fait sa part. Le signal était retransmis en direct sur Internet. En quelques minutes, le pays entier savait que le mort était revenu. Moi, depuis un coin sombre de l'auditorium, j'ai lentement enlevé ma casquette. Un instant, Daniel a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Son visage est devenu livide. Il n'a pas crié, n'a pas couru, n'a rien dit. Il a juste compris. Et dans ce silence, j'ai su que ma vengeance était terminée. Ce soir-là, je suis rentré au chalet. Martin m'attendait avec un whisky servi. Alors, a-t-il demandé. Le piège s'est refermé. Et comment te sens-tu? Fatigué. C'est ça, la justice, mon vieux. Elle n'arrive jamais gratuitement. Je suis resté à regarder le feu. Je ne ressentais ni joie, ni triomphe, ni soulagement. Juste une fatigue profonde, comme si chaque année de ma vie était revenue d'un seul coup. Mais à l'intérieur de cette fatigue, il y avait quelque chose de nouveau, la paix. Parce que parfois, le silence n'est pas la fin, c'est la manière la plus parfaite de crier. La ville était silencieuse cette nuit-là, ou du moins c'est ce qu'il m'a semblé depuis la fenêtre du chalet, tandis que le vent agitait les branches de l'eucalyptus qui gardaient le porche. Aux informations, il parlait de moi comme si j'étais un mythe. Eduardo Lopez est toujours en vie, selon des sources anonymes. J'écoutais leur voix et je souriais avec tristesse. Oui, j'étais en vie, mais je n'étais plus le même. L'homme que mon fils avait connu était mort le jour où je l'ai vu signer ma condamnation. Martin m'observait depuis son fauteuil. Tôt ou tard, tu devras l'affronter, dit-il sans quitter le feu des yeux. Je sais. Et que feras-tu quand tu l'auras en face de toi? Ça dépendra de ce que je verrai dans ses yeux. Et si tu ne vois pas de repentir? Alors je verrai pour la dernière fois l'enfant que j'ai perdu. Je n'ai pas eu à le chercher. Il est venu à moi. 2 jours après la conférence, Daniel est apparu au chalet. Je ne sais pas comment il m'a trouvé. Peut-être le même instinct qui nous avait unis autrefois l'a-t-il guidé. Il était 6 heures du soir. J'étais en train de couper du bois quand j'ai entendu le crissement du gravier sous les roues d'une voiture. Je me suis retourné. Il est descendu lentement, sans hâte, sans orgueil, sans masque. Il portait une vieille veste, le visage cerné, les yeux creusés. Un instant, le temps a reculé de 20 ans. J'ai vu le jeune homme qui m'avait un jour demandé de l'aide pour son premier emploi. Mais ce souvenir s'est évanoui quand il a dit « Papa ». Le mot m'a transpercé comme un couteau. Il y avait si longtemps que je ne l'avais pas entendu. J'ai posé la hache. Je ne savais pas si tu viendrais, lui ai-je dit. Moi non plus. Il s'est approché lentement, les mains vides. Nous sommes restés face à face. Le silence entre nous pesait plus que tout ce qui s'était passé. Alors, tu es en vie, dit-il enfin. Plus que jamais. Pourquoi as-tu fait tout ça? Pour voir jusqu'où irait ton silence. Ses lèvres tremblèrent. Tu ne sais pas ce que c'était, papa. Claudia. Ne prononce pas son nom, les jeux interrompus. N'ose pas te cacher derrière elle. Ce n'était pas si simple, insista-t-il en baissant les yeux. Je voulais juste régler les dettes, recommencer. Elle m'a convaincu que tu comprendrais, que ça ne te ferait pas de mal. Et signer ma mort faisait partie de cette compréhension? Daniel frissonna. Je ne savais pas que c'était ça, murmura-t-il. Je croyais que c'était juste des papiers. Les papiers disent toujours la vérité. Le problème, c'est qu'il les signe. Il a porté ses mains à sa tête. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec cette culpabilité. Si, je le sais, ai-je dit à voix basse. La culpabilité a été la seule chose qui me restait quand ta mère est morte. Il m'a regardé pour la première fois dans les yeux, et je l'ai vu. Le remords, la peur, et quelque chose d'autre. Une tristesse si profonde que, l'espace d'un instant, je l'ai presque pardonné. Nous nous sommes assis sur le porche. Le vent apportait une odeur de terre mouillée. Daniel a parlé longuement. Il m'a parlé des pressions, des dettes, de la manipulation de Claudia, de la peur de tout perdre. J'ai écouté en silence. Je ne l'ai pas interrompu une seule fois. Quand il a eu fini, je suis resté calme. Et tout ça justifie d'essayer d'effacer son propre père? Non, a-t-il murmuré.
Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai hoché lentement la tête. Tu sais, Daniel, quand tu étais enfant, ta mère me disait que tu avais un don, celui de convaincre avec le regard. Et tu l'as bien utilisé. Tu m'as convaincu qu'il restait encore de la bonté en toi. Papa, ne parle pas, laisse-moi finir. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas planifié ça pour t'humilier. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de voir si le fils que j'ai élevé était encore en toi, si cet enfant pouvait encore ressentir de la honte. Il a caché son visage dans ses mains. Les larmes ont commencé à couler. Je la ressens tous les jours. Depuis que j'ai vu cette conférence, depuis que j'ai entendu ta voix sur ces enregistrements, je n'ai pas dormi, pas mangé, pas eu de paix. J'ai gardé le silence. Pour la première fois, je ne voyais pas le traître. Je voyais l'homme brisé que mes erreurs avaient contribué à former. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, m'a-t-il demandé en levant les yeux. Rien, ai-je dit. Rien. Tu t'es déjà détruit tout seul. La justice s'occupera du reste. Et toi? J'ai déjà obtenu ce dont j'avais besoin. Il s'est levé lentement. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Apprends, ai-je répondu. Ou meurs pour de bon. Mais si tu décides de vivre, fais-le bien. Pas pour moi, pour Sophia. Son nom l'a fait trembler. Comment sais-tu pour elle? Parce que je suis toujours son grand-père, même si tu l'as oublié. Daniel a fondu en larmes. Je l'ai emmenée chez un psychologue. Elle n'arrête pas de rêver de toi. Elle dit que tu l'appelles depuis un incendie. Peut-être que je le fais, ai-je murmuré. Peut-être que j'essaie de la réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il m'a regardé avec désespoir. Vas-tu me pardonner? Ça ne dépend pas de moi. Alors, de qui? Du temps, et de l'homme que tu décideras d'être demain. Il est resté un peu plus longtemps, sans parler. Quand il est parti, le ciel était déjà sombre. Le bruit de la voiture s'éloignant s'est mêlé au chant des grillons. Je sentais mon âme fatiguée, mais aussi légère. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de colère, seulement du vide. Martin est sorti sur le porche avec 2 verres et une bouteille. Alors? Il n'y a plus de haine, lui ai-je dit. Et c'est une bonne chose? Je ne sais pas, mais ça suffit. Nous sommes restés à regarder les étoiles et j'ai compris que la justice que j'avais cherchée n'était pas celle des tribunaux, mais celle des regards. Celle qui n'absout ni ne condamne, mais qui révèle seulement. Le lendemain, j'ai reçu un message sur mon portable. C'était de Daniel. Juste 3 mots, merci de m'avoir vu. J'ai répondu avec 3 autres mots, fais-le pour elle. J'ai éteint le téléphone et je suis sorti dans le jardin. Le soleil du matin tombait sur le bois humide du porche. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré sans peur. Parce que j'ai compris que certaines guerres ne se gagnent pas quand l'ennemi tombe, mais quand on cesse de le haïr. L'hiver est arrivé plus tôt cette année-là. Les feuilles des peupliers sont tombées avant l'heure et l'air avait ce parfum qui annonce que quelque chose se termine. Parfois, je crois que la nature en sait plus que nous. Elle comprend les fins sans peur, sans bruit, sans explication. Moi, en revanche, j'avais besoin de clore la mienne avec des mots. 1 mois s'était écoulé depuis la visite de Daniel. Je n'ai plus eu de ses nouvelles, mais son silence ne me faisait plus de mal. Pour la première fois depuis longtemps, je comprenais que le silence n'est pas toujours le mépris, c'est parfois la rédemption. Et cela suffisait. Martin était parti quelques jours rendre visite à son fils, alors le chalet était calme. Le feu crépitait dans la cheminée et j'avais sur la table ce qui serait ma dernière tâche, une lettre. Pas pour mon fils, mais pour Sophia, ma petite fille. La seule innocente de toute cette histoire. Chère Sophia, quand tu liras ces lignes, je ne serai peut-être plus de ce monde. Ou peut-être que si, t'observant de loin, comme les grands-pères qui vivent dans le vent. Je veux te raconter quelque chose qui n'est pas dans les livres, la vérité n'est pas toujours belle, mais elle libère toujours. Ton père et moi avons commis des erreurs, lui par ambition, moi par orgueil. 2 manières différentes de perdre l'amour. Si un jour la vie t'oblige à choisir entre avoir raison et avoir la paix, choisis la paix. Je t'ai aimé dès le jour où je t'ai tenu pour la première fois dans mes bras. Tu avais les yeux de ta grand-mère Isabelle, ce mélange de tendresse et de feu qui transforme tout. Ne laisse jamais personne te convaincre que la bonté est une faiblesse. Parfois, être bon est l'acte le plus courageux de tous.
Souviens-toi toujours de ceci, la justice peut tarder, mais elle arrive, même quand les juges sont les larmes. Je me suis arrêté. L'encre s'est mêlée à une goutte de mes yeux. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. J'avais vécu assez longtemps pour voir l'obscurité et pourtant trouver la lumière. J'ai mis la lettre dans une enveloppe, je l'ai scellée et je l'ai laissée dans le tiroir du bureau, à côté de la photo d'Isabelle. Son sourire éternel et serein m'accompagnait, même maintenant. J'ai fini, ma vieille, ai-je murmuré. Tu peux cesser de t'inquiéter pour moi. Les jours suivants se sont déroulés tranquillement. Les nouvelles parlaient d'arrestations, de procès, d'un réseau de corruption démantelé. Claudia et Ramiro avaient été arrêtés. Daniel, d'après ce que j'ai su, avait collaboré avec la justice et reçu une peine réduite. D'une certaine manière, la vérité l'avait sauvé. Et moi, je me suis simplement retiré. Je n'avais plus besoin de bruit. Je passais mes après-midi sur le porche avec une couverture sur les jambes, regardant le soleil se cacher derrière les montagnes. Parfois, je croyais entendre le rire de Sofia entre les arbres. Ou peut-être était-ce le vent qui jouait avec ma mémoire. Un après-midi, alors que le ciel se teignait d'orange, une voiture s'est arrêtée devant le chalet. J'ai reconnu la silhouette avant même de bien la voir. C'était Rosa. Elle tenait une enveloppe à la main. « Bonsoir, Don Eduardo », dit-elle en souriant avec ce mélange de respect et d'affection qu'elle avait toujours eu. « Bonsoir, ma fille. Qu'est-ce qui t'amène par ici ? » Ceci. Elle m'a tendu l'enveloppe. Une petite fille avec une tresse et un cahier rempli de dessins me l'a donnée. Elle a dit que c'était de la part de son grand-père préféré. Je l'ai prise, sans voix. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite d'une écriture d'enfant. « Grand-père, maman dit que tu voyages. Je t'ai rêvé cette nuit. Tu me disais que l'hiver ne fait pas peur, qu'il suffit d'avoir une couverture et une belle histoire. Quand tu reviendras, je veux que tu me la racontes. Je t'aime jusqu'au ciel, Sofia. » Je l'ai lu 1, 2, 3 fois. Et j'ai compris que l'histoire avait déjà sa conclusion. Pas celle des tribunaux, pas celle des vengeances, mais celle qui compte vraiment, le pardon. Cette nuit-là, j'ai écrit une dernière page dans mon carnet, non pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'ai simulé ma mort pour découvrir la vérité, mais ce que j'ai trouvé, c'est ma vie. L'amour ne se mesure pas par le sang, mais par la conscience. Certains enfants tuent leurs parents sans balles, juste avec l'indifférence. Mais les pères qui aiment vraiment ne meurent jamais. Ils deviennent des leçons que le temps enseigne à leurs petits-enfants. J'ai fermé le carnet. Le feu crépitait et chaque étincelle qui montait me rappelait qu'il n'y a pas de fin triste quand on apprend à lâcher prise. Martin est revenu ce soir-là. Il a apporté du vin et du pain frais. Alors, vieux fantôme, a-t-il plaisanté. Que écriras-tu maintenant que le conte est terminé ? Rien, ai-je dit. Il n'y a plus d'histoire à raconter, seulement des souvenirs à chérir. Nous avons trinqué en silence. Dehors, il a commencé à neiger. C'était la première neige de l'année. La cime des arbres s'est couverte de blanc et le chalet, enfin, a ressemblé à un foyer. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Isabelle. Elle marchait dans le jardin avec sa robe bleue et le même sourire de toujours. Elle s'est arrêtée devant moi et m'a dit, « Tu vois, mon amour, tout ce que tu avais à faire, c'était de pardonner. » Et en la serrant dans mes bras, j'ai compris que l'hiver n'est la fin de rien, juste une forme de repos. Quand le jour s'est levé, Rosa a trouvé le chalet en silence. Le feu brûlait encore. La tasse de café était encore chaude et sur le bureau, 2 enveloppes. Une avec la lettre pour Sofia, une autre avec une note qui disait « Si jamais quelqu'un entend mon histoire, qu'il ne l'appelle pas une tragédie. » Ce fut seulement le voyage d'un homme qui a appris trop tard à dire adieu. Et si vous, qui écoutez ma voix maintenant, êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un j'aime et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez et si, comme moi, vous avez un jour appris que parfois, vivre en paix est la meilleure des vengeances. Je suis Eduardo Lopez, et ceci était mon histoire.